Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ce 96e épisode de Dans les Gradins, ou l'épisode... Thomas Schulstrom, yes! Mathieu. Yes! Ouais. Je te surprends parce que j'avais pensé Fabian Brunstrom, mais je pense que c'est un peu trop obscur. Là. J'ai joué une centaine de matchs dans la ligue. Là, fait que, OK. T'avais pensé à qui? Fabian Brunstrom. Ouais. Okay. Ouais. Bon nom, ça. Ouais, mais Thomas Holmstrom, c'est plus respectable. Absolument. Champion très de la Coupe respectable. Stanley. Shout out. L'un des meilleurs joueurs de troisième trio de l'histoire de la Ligue. Mais j'étais un fan des Red Wings, comme tu le sais, dans le temps jadis. Bref, aujourd'hui, sur ce 96e épisode de Dans les Gradins, évidemment, on parle de hockey parce que la course aux séries devient chaudement disputée. Je m'occuperai de l'Est, Phil s'occupera de l'Ouest pour vous présenter des équipes une équipe qui est susceptible de rater les séries, une équipe surprise qui pourrait causer la surprise justement, puis une équipe qui serait peut-être menaçante en séries éliminatoires. Et là, évidemment, il reste encore 11 matchs, voire même 12 matchs pour certaines équipes. À voir, ça, ce sera dans quelques semaines. Par la suite, maintenant, on se joint à nous pour notre segment Tour de piste. Évidemment, on parle de Formule 1. On est à Suzuka en fin de semaine pour le Grand Prix du Japon. Est-ce que Mercedes va continuer sa domination de début de saison? À voir. Manon va nous en parler parce que moi puis Phil, on est juste là pour assister. Finalement, nos segments sporadiques et nos 3 étoiles de la semaine qui vont bien terminer ce 96e épisode de Dans les Gradins. Mais tout d'abord, on débute avec notre segment de mise en échec, la course aux séries qui est chaudement disputée. Phil, quelle est l'équipe, selon toi, qui est susceptible de rater les séries dans l'Ouest? OK. Susceptible de rater... Un sourire en coin, là. Non, susceptible de rater, ce serait... Écoute, je pense que c'est quand même beaucoup de dire. J'avais regardé les chances de participer aux séries là, pour chacune des équipes selon Moneypuck. Cette équipe est à 84% de chances de participer aux séries. Donc, c'est une très faible probabilité qu'il les rate subitement. Mais écoute, je vais mettre le nom des Golden Knights de Vegas dans le mix. Okay. Cette équipe-là qui est en danger de rater les séries. C'est un danger qui est moindre, ça j'en conviens. Mais écoute, quand je regarde les Golden Knights de Vegas, ces derniers temps, c'est pas convaincant du tout ce qu'ils font. Mm-hmm. Ils bénéficient d'une division Pacifique qui est anormalement faible, extrêmement faible. Ouais. Bon, je sais pas si je peux dire anormalement, ça n'a jamais été une division, bon, en tout cas de mémoire, ça n'a pas été une division très très forte, du moins au cours des dernières années. Mais cette année, c'est le prix encore là, un autre coup, là, vraiment. Mm-hmm. Ça va pas du tout dans cette division-là. Bon, les Golden Knights qui sont à l'abri, en quelque sorte, si vous voulez, des équipes repêchées présentement, parce que ces deux équipes-là, c'est Utah et puis Nashville, qui ne sont pas des équipes de la division Pacifique, mm-hmm. et donc ne peuvent pas déloger Vegas de cette troisième position de la division. Puis ça, c'est encore... ça revient un peu à ce format des séries dont on a discuté la semaine dernière, mais bon, c'est ce que c'est. Et les deux équipes, donc... qui sont une menace potentielle pour Vegas. Ce sont les 9e et 10e positions au classement, occupées par les Kings et le Kraken. Puis, écoute, ces équipes-là, présentement, ne sont pas très spéciales non plus. Ça fait... Non, c'est clair qu'il y a on sent pas beaucoup de vie dans cette course aux séries-là. C'est pas du tout aussi épicé que ce qu'on voit dans l'Est. Donc, ça laisse un peu à désirer. Là. On peut pas dire que c'est vraiment une bataille de tous les instants présentement. Mais écoute, quand je regarde Vegas, au cours des 10 derniers matchs, 3 victoires, 7 défaites. C'est un problème. Ça peut pas. Ils sont en 3e position toujours de leur division malgré cette fiche-là. Si ça continue sur ce pace-là, écoute, il leur reste 10 matchs. S'ils sont 3 et 7 lors de leurs 10 derniers matchs, écoute, c'est pas impossible qu'ils se fassent... LA et Seattle sont pas mieux. Hein? Non, elles sont pas mieux. Mais quand tu regardes l'horaire des Kings, par exemple, là, l'horaire restant des Kings, c'est l'horaire le plus favorable de toute la ligue, carrément. Okay. Pour des équipes en série ou en général?
Est-ce qu'on prend en compte les 32 équipes? Non, Ok, ok. les 32 équipes. Ok. C'est Ok. l'horaire le plus favorable du circuit. Pour vous donner une idée, là, le site web Tankathon qui montre là, la remaining strength of schedule, donc la qualité des horaires restants pour les équipes, il y a sur ce site web-là une colonne Toughest Opponents, donc les opposants les plus redoutables, et Easiest Opponents, donc les opposants les plus faibles. Et dans la colonne Toughest Opponents, Los Angeles n'a rien. Elle est vide. C'est-tu Elle est vrai? carrément vide. Il n'y a aucune équipe qui figure là présentement. Et tu regardes dans la colonne des opposants faciles, Oh my god, c'est vrai. les Canucks, 3 fois. Les Canucks, savez-vous comment mauvais les Canucks sont cette saison? C'est oui. pratiquement... Ils sont déjà éliminés d'ailleurs. Oui, ils sont déjà éliminés. Tout comme les Rangers récemment aussi. Shout out. Sure, shout out. 3 fois les Canucks. Tu Ouais, peux pas juste là. perdre un de ces matchs-là. Je vois difficilement comment tu pourrais réussir à perdre un de ces matchs-là. Mhm. Après ça, t'as les Flames, t'as les Blues. Les Blues, astérisque par exemple. 7-1-2 lors du dernier. C'est ça. Puis les Leafs, Ouais, le bon. Kraken et les Prédateurs. Donc les Astérix Prédateurs, sur c'est les la compétition Preds aussi? directe. Hein. Ça, Ouais. ça, ce serait une équipe qu'il faudrait battre. Mais bref, c'est pas impressionnant là, ce qui se dresse sur le chemin des Kings. Donc, ouais, je pense que quand tu regardes ça, c'est certain qu'on peut en quelque sorte croire en une remontée de la part des Kings. Cela dit, Vegas n'a pas vraiment... Vegas, c'est 29e là, à ce niveau-là aussi. Donc, le quatrième horaire le plus facile. Mais regarde, là, on va mettre les Oilers dans la catégorie de un peu plus facile à battre. Ouais. J'irais pas loin de même. Tu sais, Ouais, on justement, a été justement. généreux. Mais Il y a bon. plus d'équipes qui peuvent faire du dommage là, dans le cas de Vegas que Ah ouais. de LA, j'ai l'impression. Donc, écoute, wow. Vegas est certainement pas en mauvaise position présentement, mais je pense que ce 84%-là qui paraît très bien comme chiffre est en réalité là, peut-être un peu moins fiable. Là. Je pense que c'est une équipe qui n'est pas nécessairement là, en grande forme présentement. Et il y a beaucoup... Tout au long de la saison, j'ai douté de cette équipe-là. Écoute, à un moment donné, il figurait même plus bas là, au classement. Donc, je suis toujours pas convaincu. Je pense que la course dans l'Ouest présentement c'est juste une course qui est complètement sans vigueur. Là. Il y a vraiment rien qui se passe, mais ça peut toujours arriver comme ça que, tu sais, une équipe comme LA, par exemple, qui a un horaire facile, on se met à gagner un match, puis 2 matchs, puis 3 matchs. Ouais. Puis ensuite, ça devient une avalanche. Donc, c'est possible pour les Kings. C'est possible également pour le Kraken, je te dirais, parce que le Kraken va jouer 2 fois contre Vegas. Fait que si on remporte ces 2 matchs-là, tout à coup, on est vraiment tout près des Knights. Donc, c'est le Kraken, c'est avec un astérisque un peu, là, mais si on arrivait à aller chercher ces 2 parties-là, tout à coup, il y a vraiment une course qui se resserre énormément. Donc, pourquoi pas les Knights comme une équipe qui est en danger de rater les séries. Je pense qu'ils ont vraiment pas prouvé qu'ils méritaient leur place au cours de cette saison-là. C'est évidemment, si on était là dans l'Est, là, on serait même pas en train de parler d'une place en série présentement. Donc, il y a des raisons de douter de cette formation-là, même si sur papier, là, c'est quand même une formation que je considérais plus forte que les Kings ou le Kraken, mais on l'a pas démontré concrètement. Je suis 100% d'accord. Puis j'ai été un peu dans la même logique. Bon, évidemment, j'ai hérité de l'Est, qui est une bataille beaucoup plus féroce, mais ça dans une seule division, qui est l'Atlantique. Peu de compétition dans la métro, mais ça, j'en en parlerai un peu plus tard. Si je voulais être pas très drôle c'est 4 équipes pour 3 positions. Oui, c'est ça. Dans la métro, mais de l'autre côté, c'est 6 équipes. C'est 6 équipes. Fait que c'est différent. Mais bon, si je voulais être peu comique et peu pertinent, je te dirais que l'équipe susceptible de rater les séries serait les Rangers de New York. Je ferais pas ça, parce qu'évidemment, ils sont déjà éliminés des séries. Ce serait même pas vrai, d'ailleurs, parce que là, ils seraient plus susceptibles. C'est ça, les garanties, exactement. Malheureusement, Phil, je vais y aller contre mon cœur et dire que le CH est une équipe susceptible de rater les séries cette année. Je sais.
Tu me regardes avec une face un peu... Non. Non, mais je sais, mais regarde, c'est ce qui se passe. Dans 3, même voire 4 de leurs 4 prochains matchs, c'est des matchs de pure importance parce que on va pas jouer contre des équipes autres que les 15 là, puis même le Lightning sont en train de batailler pour une première position, fait que je les mettrai pas dans cette catégorie-là, mais autre que les 15, le Canadien va faire face à 3 autres équipes qui vont peut-être même le vouloir un peu plus qu'eux autres pour monter au classement. Ça, c'est Nashville. Comme les Jackets. Comme les Jackets, oui, les Jackets, les Preds, puis après ça, t'as Ottawa qui sont dans le mix aussi. Puis en plus de tout ça, dans le milieu de ce brouhaha, t'affrontes les Hurricanes qui, oui, se sont fait battre par le Canadien dans leur dernier match, mais c'était 43 tirs contre 18. Là. Le match était pas nécessairement favorable là, pour le Canadien qui a encore fait ce que le Canadien fait, c'est-à-dire être opportuniste. C'est une des seules raisons pourquoi ils ont été dangereux dans ce match-là, d'ailleurs. Puis c'est des matchs que le Canadien se doit de remporter. Puis tu l'as mentionné, l'idée d'avoir un horaire qui est peu favorable. Eh bien, le Canadien fait partie des équipes qui ont un horaire peut-être un peu moins favorable, malgré que les Bruins ont la pire horaire de la Ligue pour le restant des matchs aussi. Dallas, Caroline, Tampa Bay 2 fois, Minnesota, les Jackets, les Jackets 2 fois. C'est les Bruins. Aïe aïe, là. Aïe aïe. Je pense que c'est 0,621, si je ne me trompe pas, le pourcentage de points. 6-18. OK. Ben, tu sais, ça va être difficile pour les Bruins de Boston. Aussi, les Sénateurs d'Ottawa qui ont juste perdu 2 matchs dans leurs 10 derniers aussi n'ont pas nécessairement un horaire très favorable, mais c'est des équipes qui poursuivent énormément le CH. Puis en plus de ça, tu as les Red Wings qui sont pas nécessairement loin, qui, eux, ont un horaire un petit peu plus favorable. Moi, les Red Wings, comme tu as parlé des équipes qui compétitionnaient pour ces places restantes-là, pour moi, les Red Wings, ce n'est plus une de ces équipes. OK, ben à cause de leur performance récente, puis les dernières années qui nous ont montré les tendances des Red Wings. OK, ben, écoute, je sais que c'est fou à dire parce qu'ils sont à 1 point, mais ou peut-être 2, mais... Mais Dylan Larkin vient de revenir et c'est pourquoi j'ai un peu peur. T'sais, pendant ces matchs-là où on a juste rapporté 3 de nos 10 derniers... J'ai peut-être sous-estimé ce facteur-là. Larkin n'était pas là. Et ça fait déjà là, ça fait une Mais Larkin était là pour voir les crashs des années passées. Ben oui, parce qu'il n'a pas fait les séries depuis le début de sa carrière. Ouais. Fait que c'est pas évident. Je comprends absolument ce que tu mentionnes vraiment, mais c'est juste qu'il y a tellement de personnes dans cette division-là, d'équipes qui vont pourchasser le Canadien. Puis c'est une équipe qui manque un peu de constance ce temps-ci, notamment entre les 2 poteaux. Là, tu vas voir Jacques Dubé, qui est Jacob Debèche, faire 43 arrêts puis te dire « Ah, il a connu un bon match, c'est bien », mais tu vas le voir le match d'après allouer 5 buts sur 15 tirs. Tu vas être comme « Ah, OK, bon, ben, c'est peut-être un peu moins plaisant ». Fait que j'ai une petite peur, un petit stress derrière le CH qui aura un horaire d'équipe qui a en moyenne 0,581, si je me trompe pas, là, pourcentage de points. C'est pas l'horaire le plus difficile de l'Est, c'est, si je me trompe pas, 11e dans le circuit. Mais c'est ce que j'avais un peu à dire par rapport à ça. On parle d'équipe qui est susceptible de rater les séries. Est-ce que je crois que le Canadien est une équipe qui a assez de talent pour se rendre en série? Oui, mais il y a un point d'interrogation, puis c'est à savoir si les gardiens pourront tenir le coup jusqu'à la fin. Et ça, on le souhaite. On parlait du Canadien comme étant une équipe qui pouvait être dans 2-3 ans un peu comme les Oilers, c'est-à-dire pas rien de trop convaincant comme gardien, mais le restant allait quand même relativement bien. Mm-hmm. C'est ce que je vois dans le CH cette année, puis j'ai juste peur parce que la course aux séries, je veux dire, elle est insane là, dans l'Atlantique. 88 points pour le CH qui, oui, a 2 matchs en main sur les Bruins qui sont à égalité avec 88 points. Mais tu as les Sénateurs qui ont 85 points en 71 matchs, qui ont aussi remporté 8 de leurs 10 derniers matchs. Je sais pas pourquoi ils sont bons dans ces temps-ci, les Sénateurs, mais c'est ça que c'est. Puis tu as les Wings aussi qui sont à 4 points du CH, mais qu'à un seul point des Sens. C'est comme... Tout pourrait arriver dans cette division-là, puis il faut pas le mentionner. Faut le mentionner, 11 matchs. C'est énormément de hockey. C'est un potentiel de quoi 22 points à aller chercher. C'est énorme. Fait que à voir ce qui va se passer dans ces derniers matchs-là, mais j'y vais contre mon cœur, puis je vais dire que... Selon Moneypuck, ils sont projetés à 101,5 points. Et puis, le CH? Ouais, 101,5 points cette saison.
Et leurs chances de faire les séries qui sont évaluées à 90,1%. OK. Donc, un petit 10% peut-être. Là. Mais c'est une chance. Oui. Une chance. Susceptible, peut-être pas. Mais c'est la même chose pour les Knights, qui sont à 84%. Mais C'est ça. c'est des équipes qui sont en danger. Un danger modéré, mais un danger. Mhm. Je suis d'accord. Puis écoute, on parle d'équipes qui sont susceptibles de ne pas faire les séries, mais il y a des équipes qui sont certainement surprenantes de les faire aussi. Dans l'Ouest, ça devrait être beaucoup plus intéressant que l'Est, parce que, bon, l'Est, il y a des équipes qui sont déjà complètement ignorées, là. Mais j'ai hâte de t'entendre sur ce sujet-là. OK. Donc, une équipe qui commence bien. une équipe qui pourrait se faufiler en série, c'est ça? Ouais. OK. C'est... Bon, là, on va défiler un peu sur le site de MoneyPuck pour descendre jusqu'aux Blues de Saint-Louis, Mathieu, qui ont présentement 4,3% de chance de faire les séries. OK, on va pas se faire d'illusions. Ça relève du miracle pour les Blues de Saint-Louis à 4,3%, mais les Blues de Saint-Louis ont déjà fait des miracles jadis. En 2018, lorsqu'ils étaient derniers dans la conférence. En décembre. Là, ils sont pas derniers non plus. Non, c'est ils sont quelque part dans le milieu. Et quand on parle d'une équipe qui peut se faufiler en série, pour moi, ou qui... en tout cas, ça me prend pour donner à cette confiance-là à une équipe, ça me prend des résultats récents. Et puis, lorsque je regarde les Blues de Saint-Louis avec leur fiche de 7-2-1, je me dis c'est la seule équipe présentement à part les Prédateurs de Nashville qui sont maintenant dans les séries, je me dis c'est la seule équipe dans toute cette gang-là qui sont comme plus ou moins là, qui est... Bon, puis pour les Blues de Saint-Louis, le problème, c'est qu'on part de tellement loin derrière. Fait que là, on est rendu au point où on a besoin de l'aide externe. On est carrément à 8 points d'une place en série, et puis il reste 11 matchs pour les Blues. Ouais. Non, 12. 12. Ouais, 12 matchs. OK, donc on a un peu plus de jeu à ce niveau-là. Pour ce qui est de la force là, de leurs adversaires, la qualité de leurs adversaires, ils sont à peu près à mi-chemin. Ils ont quelques équipes plus faciles, quelques équipes plus difficiles. Qu'est-ce qu'ils affrontent? Oh, bon, 2 fois le Colorado, 1 fois le Minnesota. Les Pingouins, qui est... On ne sait jamais avec les Pingouins récemment. Ouais. Les Ducks, pas très bon non plus, mais le restant, c'est... OK. Mais les Blues ont battu des équipes de qualité au cours de ce mois de mars aussi. C'est une équipe qui a causé des surprises carrément. Écoute, lorsque je regarde là, certaines des victoires qu'on a obtenues dans le mois de mars, on a battu le Wild du Minnesota 3-1. On a battu les Hurricanes de la Caroline 3-1. La meilleure équipe de la Pacifique, les Ducks 4-0. On a battu, Washington récemment 3-0, 3-1. Tout ce qui est en commun avec toutes ces victoires-là, c'est qu'on... Ou même les défaites, en fait, on alloue très peu de buts du côté des Blues de Saint-Louis. Et là, je me suis demandé, qu'est-ce qui fait en sorte que soudainement, on est capable de bien défendre. Non, pas Logan Mayou et Joel pas Hofer, Jordan Bennington non plus. Mais Joel Hofer, présentement, est une menace, Mathieu. Écoute, il y a eu clairement comme un espèce de déclic de son côté. C'est vraiment impressionnant, là, ces statistiques récentes. Écoute, lorsqu'on regarde là, les 10 derniers matchs, Joel Hofer est un des meilleurs gardiens du circuit, carrément. Là, je ne retrouve pas les statistiques, là, mais... je peux t'en donner. Là. Il a perdu que 2 matchs dans ses 8 derniers. Ouais. Puis il n'a pas été en dessous d'un 939 de pourcentage d'efficacité même dans la défaite. Bon, voilà. Ce qui est c'est insane, c'est complètement ridicule. Puis ça remonte à fin février aussi. Là. Ses seules défaites venaient dans un match contre les Islanders où il a accordé 4 buts sur 46 tirs et une défaite de 1-0 contre les Flames de Calgary où il a loué un but sur 30 tirs. Mais ça, c'est pas de sa faute, hein, quand même, faut pas l'oublier. Oui, mais je vais regarder les statistiques des 10 derniers matchs. Là, mon époque est pas gentil avec moi, mais dans les 10 derniers matchs, il était goal saved above expected. Il était deuxième, là, seulement derrière Jeremy Swayman. Je pense que c'était .928.
de pourcentage d'efficacité, 2.07 goals against average. Donc, écoute, ces statistiques sont très solides présentement. C'est un gardien aussi qui a comme, je pense qu'il y a comme 6 blanchissages à sa fiche avec une équipe comme les Blues de Saint-Louis qui est juste comme assez atroce. Là. Honnêtement, quand tu regardes l'alignement de cette équipe-là, c'est pas une équipe qui semble menaçante du tout. Mais écoute, d'avoir un gardien comme ça qui prend son équipe sur ses épaules, on a déjà vu ça aussi à Saint-Louis, dans le temps où Binnington n'était pas un gardien médiocre. Donc, ouais, bon, je suis tout à fait conscient que c'est très, très, très improbable pour les Blues de Saint-Louis, mais quelle histoire ce serait si on réussissait à se faufiler dans les séries, alors que là, présentement, c'est quand même 8 points de retard. Ça va prendre de l'aide, ça va prendre beaucoup d'aide, c'est clair, mais écoute, on ne sait jamais quand une équipe là, prend feu comme ça là, au dernier moment, ça peut être assez surprenant. Puis les échelons peuvent se gravir assez vite, surtout si les autres équipes dans la course sont pas très engagées, comme ce que je vois dans l'Ouest présentement. Donc, il y a cette possibilité-là qu'on réussisse à tout chambouler au dernier moment. Mais en tout cas, c'est un pic que je sais qu'il n'est pas très réaliste. Et même si on arrivait à se qualifier en série, les Blues, je peux vous dire tout de suite qu'ils ne feraient aucun dommage, aucune surprise. Mais affronterait l'Avalanche. Mais regarde, il y a des équipes dans l'Ouest là, présentement qui ne se méfient pas, voire qui ne semblent même pas démontrer une participation active à cette course aux séries. Fait que plus que les Blues là, ont connu des bons résultats dernièrement, je vais leur faire un shout-out puis je vais leur donner un petit vote de confiance, même si peu d'autres le feront. Ouais, non. C'est drôle que tu t'échanges un gars comme Braden Shen et que tout d'un coup, tu commences à remporter des matchs. Mais ça l'a bien paru aussi pour les Isles à un certain point. Ce n'est pas l'équipe que j'ai choisie, d'ailleurs, pour causer la surprise, entre guillemets. Je l'ai pris, ce terme de causer la surprise, puis je l'ai amené dans une autre facette parce que j'ai pris les Penguins de Pittsburgh. Et j'ai pris les Penguins de Pittsburgh dans l'idée où les Penguins, même dans un moment difficile présentement, où on est 4-3-3 dans nos 10 derniers matchs, seront en mesure de garder leur position en série et même dans le top 3 de la métro. L'idée est que je ne vois pas les Isles déloger les Penguins, même dans un temps où c'est un peu plus difficile pour les Penguins de Pittsburgh, surtout avec l'idée où les Isles ont des affrontements assez difficiles, merci, là, dans leur restant de saison. Puis, écoute, si la troupe de Patrick Roy est capable de le faire, c'est bien, mais je vois pas les Penguins de Pittsburgh se faire déloger. À la base, qui voyait les Penguins de Pittsburgh même se faufiler dans un top 3 d'une division? Personne. Si on regarde toutes les prédictions de début de saison, il n'y avait pas personne qui avait la troupe de Dan Hughes, voire même près d'un top 3 ever. Et juste l'idée de se faufiler là, je me suis dit que ça serait intéressant de les mettre parce que, les Pingouins, genre... OK. Les Pingouins vont pas nécessairement le pire rendement côté points par rapport aux équipes qu'ils vont affronter là, dans les prochains matchs. Mais les Isles vont jouer contre des équipes comme les Jackets, les Canadiens, les Sénateurs et les Sabres de Buffalo et les Kings 2 fois. Et ça, ma foi, ce sera pas facile parce que c'est toutes des équipes, premièrement, qui sont des adversaires directs. Et non seulement ça, c'est toutes des équipes qui veulent se rendre encore plus haut dans le classement général. Surtout les Sabres qui aimeraient se déléger un peu du Lightning de Tampa Bay là, dans l'Atlantique. Bref, tout ça pour expliquer que ça serait pour moi une surprise si les Penguins arriveraient à garder une 3e position dans la métro. Je pense pas qu'ils vont monter plus haut que ça, malheureusement. Mais si ça se fait, ça serait assez intéressant pour la suite des choses, je pense. Ça rendrait les choses, ma foi, assez intéressantes. Mais là, j'ai shout-out le Canadien, j'ai shout-out les Pingouins, mais j'ai shout-out les Pingouins d'une manière positive. Fait que tu devrais être assez content de ça. Pour une fois que je parle un peu mal de mon équipe. Je sais pas encore. Ok, je suis juste pas comme convaincu de ta take comme je sais pas dans quel sens t'as pris le mot surprise. Dans l'idée où que présentement ça va tellement mal. Puis tu regardes une équipe comme les Isles, que d'ailleurs je vais parler. Je peux pas te dire que ça va tellement mal. Comme ils ont 11 points à leurs 20 derniers matchs, les Isles en ont 10.
Oui. Elle a 11 points sur leurs 10 derniers matchs, puis les Airs en ont 10. Uh-huh. C'est comme... Ben, Je j'ai dirais pas pas que dit ça que les va deux équipes tellement allaient bien. Hein, mal, comme les deux équipes vont. Pour moi, c'est pas très bon, là, un résultat. Donc, pour une équipe en série, 11 points en 20 matchs, c'est pas. Ben, tu sais, Ah, s'il y dimanche, en avait, c'est s'il y en avait 12, ce serait 600. Là. Fait que c'est comme... C'est que là, t'es comme à 550. Si tu veux faire des séries, il va falloir aller pousser un peu plus loin que pourcentage à 500. Malgré que dans ce temps-là, t'avais aussi Crosby qui manquait à l'appel pour un certain nombre de matchs. Fait il y a ça qui va en compte. Mais juste dans l'idée où genre la mentalité que les Penguins de Pittsburgh, et là ça devient une réalité encore plus énorme, vont réellement faire les séries en tant que top 3 dans la division métropolitaine, ça venait jamais dans l'idée de personne. Oui, non, c'est une surprise. J'ai manqué de choisir les Flyers, ok? Je vais pas te mentir, j'ai manqué de dire les Flyers. Non. Ben, c'est ça, tu sais. Comme tu regardes l'Est, tu peux pas dire les Islanders parce que c'est pas nécessairement une surprise si ces derniers font les séries. À Détroit, j'ai déjà parlé de Détroit. Je pense qu'ils ont une chance, puis j'ai peur, fait que je voulais pas être redondant. Les Flyers sont pourris, mais ont quand même 80 points. Washington connaît vraiment pas une bonne séquence. Même chose pour les Leafs, qui sont à chier. Ils sont atroces, les Maple Leafs. Les Devils, on n'en parle pas. Les Panthers ne seront même pas dans les séries quand on avait dit en début de saison qu'elle allait remporter une autre Coupe Stanley. Puis on parlera pas des Rangers, ils sont déjà éliminés. Fait que, tu sais, comme dans l'Est, il n'y a pas... Pour moi, autre que les Penguins de Pittsburgh qui garderaient cette troisième position-là, parce que je pense que les Jackets sont déjà clairs. Clair, net et précis, ils seraient deuxième là, pour moi, là, les Jackets. Mais tu sais, il y a deux façons aussi de dire comme qu'une équipe se faufile en série. Comme il y a se faufiler comme rentrer à la dernière minute, comme par exemple les Prédateurs sont en train de faire. Où ça? Puis les Blues, les Blues, ce serait comme très dernière minute. Ouais, ce serait l'exemple de première qualité là, de ce fait-là. Non, c'est ça, il y a cette façon-là, mais il y a aussi ce faufiler en série, je pense, dans le sens de pas entrer par la grande porte. Ouais. Je pense que il y a des équipes qui sont en train d'entrer par la grande porte, comme les Sabres de Buffalo, ils sont en train d'entrer en série par la grande porte. Même chose pour le Lightning de Tampa Bay les Canes aussi. Ils sont indétrônables au sommet de cette division-là. Donc ça, c'est pour moi des équipes qui entrent par la grande porte. Pittsburgh, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est pas une équipe qui est en train d'entrer par la grande porte. C'est pas une équipe qu'on pensait qu'elle allait être là non plus. Donc oui, c'est dans ce sens-là, on peut dire qu'ils se faufilent en série, qui sont une surprise pour participer aux séries. Ça, je suis entièrement d'accord. Je pense que vraiment la chose à garder en tête pour comme ces équipes-là, les équipes de cette course-là, c'est juste un chiffre. C'est un chiffre magique, comme on dit souvent. Pour les Pingouins, je pense que ça se situe à 98. Là, si on arrive à 98 points, ma confiance qu'on va participer aux séries est à peu près à 100%. Ça, c'est juste les données historiques qui nous le montrent. C'est ça, 98, c'est à 12 points présentement. Donc, ça te prend 6 victoires sur 11 matchs. Ce qui est à peu près le pace qu'ils ont lors de leurs 10 derniers matchs aussi. C'est ça. D'après moi, je pense pas qu'on est nécessaire. Ça va être nécessairement tellement mal à Pittsburgh. C'est à peu près ce que je m'attends de cette équipe-là. Je pense qu'on va gagner, on va perdre parce qu'on joue contre des bonnes équipes aussi. On a encore des matchs difficiles sur notre chemin. Puis on a des matchs avec de la compétition directe. On a un match ce soir contre les Sénateurs. Je pense que ce match-là va en dire beaucoup. Les Sénateurs ont gagné 4 matchs consécutifs. Les Penguins ont perdu 2 matchs consécutifs. Ça te prend au moins un bon effort là, du côté des Penguins dans ce match-là. Comme même si tu ne vas pas gagner, peut-être aller chercher un point, ça te prend quelque chose. Parce que tes 2 dernières défaites, c'est un 5-1 puis un 6-2. Contre les Canes puis contre le Colorado. Fait que c'est sûr que c'est des équipes difficiles à affronter, mais il faut que tu freines ça parce que là, présentement, là, c'est pas. T'as pas de.
il faut que tu réussisses à aller chercher des matchs ici et là. Tu peux pas juste perdre 4 matchs consécutifs. Tu peux pas aller perdre contre Ottawa, perdre contre Dallas, pas récolter de points pour 4 matchs consécutifs. Ouais. Fait Puis en plus, les Isles arrivent aussi. Oui, Même chose pour Détroit. Puis, ouais, c'est deux équipes qui pourraient faire en sorte que les Penguins sont juste en dehors d'une place Joker, Wildcard. Comme ils l'ont été les dernières années. Ben, exactement. Fait que, c'est un point là, qui sépare toutes ces équipes-là, soit dit en passant. Fait que, ben, c'est un peu ma petite logique là, derrière tout ça. Mais en tout cas, je suis d'accord avec toi que c'est pas une équipe qui va entrer par la grande porte. Peu importe qui va finir au troisième rang de la métropolitaine, là, ça sera un peu ça, si tu veux. Parce que je pense que les Jackets, honnêtement, là, je commence à aimer leur chance pour faire deuxième. Là. Beaucoup de confiance en Rick Bonus. Shout-out d'ailleurs aux Jackets. Moi qui croyais que mon prédiction allait être atroce finalement. C'est pas une équipe tellement impressionnante sur papier, cela dit. Non, puis tu sais, c'est une équipe qui, bizarrement, ces temps-ci. Ils sont bons. Ils ont de la jeunesse dans cette équipe-là. Ils ont des jeunes joueurs très capables. Mais je veux dire. Puis écoute, ça passe par le travail de Jet Greaves aussi, je pense que tu avais mentionné au début de la saison. Puis qui joue du bon hockey, qui fait ce qu'il a à faire pour les Jackets. Il donne une chance à son équipe de gagner. Puis c'est juste ça que les Jackets demandent présentement, parce que là, on est vraiment en train de. Tu sais, c'est. Comme on dit, Pierre, qui roule n'amasse pas mousse. Là. Fait que c'est une équipe. Oui, comme on dit. C'est comme on dit. Donc, c'est une équipe présentement qui est en mouvement et qui se laisse pas freiner par quoi que ce soit sur son chemin. Écoute, 15 points dans ses 20 derniers matchs. On joue du hockey pour un pourcentage là, de points de 750. Fait que c'est sûr que si tu fais ça jusqu'à la fin de la saison, tu vas être correct. Là. Ouais, cela dit, ils ont quand même le troisième le calendrier le plus difficile là, jusqu'à la fin de la saison. 2 fois le Canadien, 1 fois les Sabres, 2 fois les Canes, 2 fois les Bruins, puis 1 fois Détroit. Toutes des adversaires qui sont pas plus directs que ça pour la course aux séries éliminatoires. C'est vraiment la course dans l'Est présentement est peut-être la meilleure que j'ai vue de mon vivant. Ah, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Puis j'ai bien hâte de vous en parler d'ailleurs la semaine prochaine, parce que déjà en une semaine, il y aura eu beaucoup de choses qui se seront passées. Ça, c'est certain. Finalement, rapidement, mais sûrement avant d'entrer dans notre segment de Formule 1, Phil, les équipes qui seront menaçantes une fois arrivées en série. Et là, ça veut dire qu'on vous fait peut-être une petite prédiction de qui on pense qui, de justesse, vont entrer en séries éliminatoires. Je te laisse commencer. Donc une équipe dont il faut se méfier en série pour moi, dans l'Ouest, c'est le Mammoth de Utah, Mathieu, parce que la position dans l'Est, qui est dans l'Ouest, pardon, que je qualifierais d'une position en or, que je qualifierais d'une position, écoute, c'est littéralement un billet pour la gloire, cette position-là, parce que tu finis premier wildcard de cette conférence-là et tu te donnes le luxe d'affronter la première équipe de la Pacifique, qui présentement, on dirait que ça va être les Ducks d'Anaheim. Ben, on a 5 points d'avance. Oui, 5 points d'avance, un match en main aussi sur les Oilers et les Knights. Je vois les Ducks d'Anaheim maintenir cette position, honnêtement, parce que les Oilers, c'est tellement douteux. Il y a Draisaitl qui est blessé maintenant, et on fait confiance à Connor Ingram dans le filet parce que Jarry est pourri. Surpris? Ouais, non, moi je suis pas surpris de ça, mais c'est pas idéal, là, Connor Ingram dans le filet. Du côté des Oilers, puis les Knights, j'ai déjà expliqué, c'est une équipe qui est en perte de vitesse et qui démontre rien de très convaincant. Donc, écoute, si les Ducks finissent en première position de cette division-là, c'est une équipe vulnérable pour moi dans un duel de première ronde, parce que Utah est à seulement 4 points de ces Ducks, justement. Donc, dans une division qui est beaucoup plus difficile, soit dit en passant. Ah oui, non, c'est ça. Ce qui est malheureux pour Utah, c'est qu'on n'a même pas de projection de finir plus haut au classement, parce que le top 3 est carrément bloqué. Il y a un blocage. Écoute, c'est des cônes oranges là, dans le top 3 de cette division-là. Il n'y a pas de chance de rattraper Minnesota, Dallas ou le Colorado. Mais cette position-là leur appartient depuis un certain temps maintenant à Utah, puis j'ai confiance qu'ils vont la garder. Et je pense qu'ils devraient vraiment tout mettre en œuvre pour la garder, parce que ça vaut tellement plus qu'un deuxième wildcard, parce que là, tu te ramasses contre le Colorado. Puis ça, c'est presque une sentence de mort. Là. Donc, c'est vraiment important pour Utah de maintenir cette position-là au classement.
4-4-2 dans leurs 10 derniers matchs. Attention à Nashville qui pourrait venir... Un match en main aussi, Nashville. Qui pourrait venir les surpasser. Donc, s'ils peuvent maintenir cette position-là au classement, absolument que je pense que c'est une équipe qui peut faire du dommage en première ronde des séries parce que, honnêtement, Ducks d'Anaheim, Mammoth de Utah, pile ou face. Pile ou face. Deux équipes jeunes, deux équipes dynamiques qui jouent un peu un style similaire. Je pense que Vejmelka joue du bon hockey aussi. Il donne une chance à son équipe de gagner. Lucas aussi, Dostal, super. Justement. Mais écoute, peut-être Anaheim, là, limite peut-être un peu plus de présence de vétérans dans cette équipe-là. Donc, ça peut peut-être les avantager. Mais écoute, je pense qu'honnêtement, c'est un pile ou face. C'est une équipe que j'ai suivie pendant longtemps lorsqu'elle était à Arizona parce que je voyais cette équipe-là, je voyais le potentiel de cette équipe-là. Tu sais, Keller et puis... tu dis? Cooley. Oui, Cooley aussi. Gunther, puis là, t'as Peterka qui joue à ça. Oui, Gunther, exactement. Donc, il y avait tellement de talent dans cette équipe-là. Je me disais, à un moment donné, ça va le faire pour les Coyotes qui sont devenus maintenant le Mammouth. Puis je pense que ça a été un bon changement d'environnement pour eux aussi. Je pense qu'ils ont maintenant là, le soutien adéquat des partisans également. Donc, il y a une culture de hockey qui se développe là-bas. Puis ces jeunes-là sont en train de vraiment se l'approprier. Et je pense que ça peut leur faire beaucoup de bien aussi. Là, une première présence en séries éliminatoires. Ça va inévitablement contribuer à leur développement aussi. Et je pense qu'ils ne peuvent pas demander une meilleure opportunité que les Ducks d'Anaheim. Parce que c'est drôlement similaire comme équipe. Et il n'y a pas une grande disparité au classement. Puis après ça, regarde, si tu joues contre les Oilers ou les Knights en deuxième ronde, ce sera peut-être plus difficile parce que c'est des équipes plus expérimentées qui sont des habitués des séries, mais au moins tu te fais une deuxième ronde, puis après ça, tu vois qu'est-ce qui va se passer. Okay. Mais pour la première ronde, c'est sûr que c'est une équipe qui peut causer une surprise. OK. Tu vas pas aimer ce que j'ai à dire, Phil, mais si je suis une équipe dans le haut du classement dans l'Est présentement, je prie pour que les Isles ne fassent pas les séries. C'est une équipe qui est bâtie comme Patrick Roy les aime, c'est-à-dire avec un énorme gabarit. C'est des trains, dans le fond, sur une glace. T'as 4 centres. T'as 4 centres parfaits pour remporter des mises en jeu importantes. 4 centres qui sont défensifs. Mais en plus de ça, t'as l'apport offensif comme Braden Shen et Bo Horvat qui se mêlent à ça. Des joueurs excellents des deux sens de la glace. Puis si c'était pas assez, t'as des alliés qui sont des deux bords autres que Maxime Chabanov, qui sont au minimum 190 livres et au minimum 6 pieds, qui ont juste de la vitesse et de l'endurance pour mourir. C'est pas une équipe plaisante à affronter en série, ça, qui est très physique comme ça. Puis après ça, si tu regardes la défensive, c'est un mur de Chine. Comme... Je m'en étouffe. Autre que Matthew Schaefer, il n'y a pas un défenseur qui est petit. Le plus petit dans cette gang-là, c'est Schaefer. Puis si je ne me trompe pas, il y en avait un autre. Là. Ah oui, D'Angelo. Mais D'Angelo, on s'en fout. D'Angelo ne joue pas à moitié anyways. Fait que les 4 autres sont au minimum 6 pieds 3, dont 2 géants de 6 pieds 5 défensivement. Puis après ça, faut que tu lances. Mais tu lances sur qui, Phil? Tu lances sur Ilya Sorokin, le 2e meilleur gardien de la Ligue à l'instant où on se parle parce que Vasilevski, une saison remarquable. Si je suis une de ces équipes-là, je ne veux pas affronter une équipe comme ça en série. C'est une équipe qui va complètement boucher le devant du filet, va jouer défensif jusqu'à temps que tu fasses une erreur, puis après ça, va sauter sur une ronde de libre, se faufiler devant le filet et être opportuniste. C'est le genre d'équipe que les Isles ont été depuis le début de la saison. Et là, on a fait des changements à l'alignement. On a amené Braden Shen, notamment, sur cette équipe-là, qui, écoute, pour être honnête avec toi, c'est peut-être un échange qui n'est pas nécessairement, tu sais, sur un plan de vue futur, c'est pas nécessairement bien ce qu'on a fait du côté des Isles. Mais Braden Shen, offensivement, présentement, fait bien pour les Isles, juste sur un 2e trio, d'ailleurs. Bo Horvat, qui est le centre de ce premier trio-là, avec Emil Heinemann. On a gagné cet échange-là, on n'en parlera plus, là. Mais tout ça pour dire que je voudrais pas affronter les Isles. 0. Puis de toutes les équipes, Boston Sens, Isles, les équipes qui pourraient justement être dans la course aux séries pour cette place Joker-là, Wildcard-là. C'est les Isles que je veux pas. Que je sois Buffalo, que je sois Tampa, que je sois surtout les Kings. Si les Kings affrontent les Isles, ça peut être vraiment dangereux pour les Hurricanes. Mais si je me trompe pas, ça peut pas arriver. Bref. En tout cas. Qu'est-ce qui peut pas arriver?
Les Isles qui affronteraient les Canes parce que ce serait la première spot de cette... Non, la deuxième place de la wild card. C'est possible. C'est okay. possible. Ben, il me semble qu'ils ont pas assez... les Canes ont moins de points que... ils sont en égalité avec Buffalo. Ouais, ok, ben ce sera à voir pour ce sera à voir pour la fin de la saison. Je croyais qu'ils étaient un peu en dessous. Mais peu importe qui ce que c'est entre ces trois équipes que j'ai nommées là, je ne veux pas affronter une équipe comme les Isles, qui présentement ne sont pas en série et devront là, remettre les bouchées doubles pour y arriver parce qu'ils ont un horaire assez difficile pour les derniers matchs. Ah oui, c'est vrai, ils ont manqué les séries l'année dernière. Mm-hmm. J'avais oublié. C'était les Devils qui étaient là. Ben, ils l'ont juste raté hein, parce qu'ils ont eu le 15 et le 16e choix. C'était 35, 35 et 12. C'était une équipe de 500. OK. Mais ils ont fini. C'était les Devils qui étaient là? Non. Non, les Devils n'ont pas fait les séries l'an dernier. Non, c'était Washington, Caroline et... Les Leafs? Non, pour la métro. Ah, pour la métro. Caroline et... Columbus, as-tu fait? Non, elle a pas fait. Non, c'était les Devils, je pense. Ah! Ok, attends, faut que j'aille voir vite fait. Mais non, c'est ce que je pensais par rapport à ça. Non, mais tu sais, moi, je regarde ce que les Isles ont fait au cours des dernières saisons. Manquer les séries en 2022. Si on prend les 5 dernières saisons, là, manquer les séries en 2022. Ok, bizarre. Ouais, vraiment. Manquer les séries en 2022, perdu en première ronde en 2023, perdu en première ronde en 2024, manqué les séries en 2025. La différence cette saison par rapport à ces 4 dernières saisons-là, c'est qu'on a Matthew Schaefer. Ouais. Et puis, comme honnêtement, c'est ça la clé là, principale du côté des Islanders. Puis oui, ils ont ajouté Shen et puis ils ont ajouté Horvat. Donc ça, je pense que c'est pas des joueurs négligeables. Mais ça reste toujours dans ce modèle-là des Islanders que je déteste. Je suis d'accord avec toi, c'est juste une équipe qui est tannante à affronter. Ouais. Mais cela dit, je trouve pas que c'est une équipe comme problématique pour la plupart des équipes que je vois en série présentement. Honnêtement, pour les Islanders, ça prend une énorme performance de Sorokin. Puis c'est très possible, malheureusement. C'est ça qui est le gros facteur X pour les Islanders, c'est Sorokin, parce que honnêtement, c'est un des meilleurs gardiens du circuit. Donc, pour que les Islanders dépassent la première ronde, pour moi, il faut que Sorokin... Peut-être pas qu'il vole la série, mais il faut qu'il joue du gros hockey et je sais qu'il en est capable. Ouais. Sauf que je suis pas convaincu encore des armes de cette équipe-là, mais il y a Schaefer aussi qui est dans le mix. Fait que c'est ça. Je suis d'accord avec toi, honnêtement. C'est une équipe très certainement qui peut être un as caché quand même dans cette conférence-là. Et si on joue contre une équipe comme les Canes, par exemple, 0. Ça, je leur donne pas de chance. Ah, c'est-tu vrai? Oui. Je leur donne plus de chance contre les Canes? Non, je donne pas de chance parce que les Canes jouent un peu pareil. C'est une équipe défensive. C'est une équipe qui va lock it down. Je serais pas inquiet, par exemple, contre les Canes, mais si on joue contre une équipe moins expérimentée comme Buffalo, par exemple, là, je serais peut-être plus inquiet. Je pense que les Canes ont déjà prouvé aussi qu'ils pouvaient battre les Isles en série. Là. Je ne sais pas c'était quelle année ça. C'est peut-être même fait 2 fois. Puis les Canes ont remporté à 2 reprises. Bref. Les Isles peuvent être menaçants selon l'adversaire. Puis s'ils réussissent à se glisser dans cette 2e ou 3e position métropolitaine, là aussi, je suis inquiet pour les Jackets ou je suis inquiet pour les Pingouins. Parce que contre les Pingouins, je sais ce que ça donne parfois contre les Isles. Et contre les Jackets, qui est une équipe moins expérimentée, je suis inquiet. Fait que ça dépend de leur adversaire. Mais je vois où tu t'enlignes avec ça. Puis je suis pas du tout en désaccord, surtout avec les ajouts qu'ils ont fait. Puis le fait que Sorokin est encore un gardien élite cette année. Puis ça me fait du mal de l'avouer, mais je pense que tu as raison quelque part. Ben, gars, ce sera à voir hein, parce qu'il reste encore beaucoup de matchs, puis les Isles ne sont pas en série. Qu'un point sépare les Isles des Sénateurs avec 86 points présentement. Les Sens à surveiller aussi, ça va faire peur à la division Atlantique, mais ça, on va en parler certainement la semaine prochaine et la semaine d'après. Dans 2 semaines devrait être le début des séries éliminatoires où
tout de moins la fin de la saison régulière de la Ligue. Nous, écoute, on prend une courte pause. On va appeler Manon, puis on va parler justement de ce Grand Prix de Suzuka du Japon dans le segment Tour de piste. De retour pour le segment Tour de piste avec Manon qui joue nous. Bonjour. Allô. Manon, on s'en va au Japon en fin de semaine pour le Grand Prix de Suzuka. Pas nous physiquement, mais... Ben, ça serait bien. Si quelqu'un veut nous envoyer au Japon pour le Grand Prix de Suzuka, j'aimerais bien. Mais non, ce sera au Japon pour le Grand Prix de Suzuka de cette fin de semaine. Semaine dernière, on a vu que rien n'a changé. 2 semaines, oui, c'est vrai. 2 semaines passées, ça fait 2 semaines de ça quand même. On a vu que pas grand-chose a changé, que c'est toujours domination Mercedes et que les Ferrari, qui d'ailleurs se sont livrés tout qu'un duel pendant cette course-là, ça a été, ma foi, assez impressionnant et assez alertant parce que Kimi, lui, allait sur sa petite drive du dimanche, quoi, en avant. Il allait très bien, là, Kimi Antonelli. À 19 ans. Écoute, c'est un début de saison de Formule 1 où on voit presque personne compétitionner pour le podium. À voir si ça va changer dans les prochains moments. Mais j'aimerais avoir tes pensées sur la dernière course et ce début de saison du côté de la Formule 1. Ben, comme tu vas le dire, Mercedes triche. Oui, Mercedes triche. C'est ta nouvelle phrase préférée. Non, mais c'est ce qu'on avait dit. C'est Mercedes a plus de puissance moteur et ça se voit. Et... C'est tellement dégueulasse. Sur une ligne droite, excuse-moi, là. Ouais. Mais ce que Russell a fait aux 2 Ferrari sur même pas 2 tours ne devrait pas être légal. Mais est-ce qu'on peut parler des départs des Ferrari? Non, est-ce qu'on peut parler du départ de Max Verstappen? Aussi, mais il peut pas. Il peut rien faire. Il peut pas. Il perd 6 places. Le gars fait tout en qualif, il perd 6 places. Avant Verstappen faisait des départs incroyables. Cette année, les Ferrari font des départs incroyables. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que Lewis est décollé en trombe. Non, mais ça fait comme... Je pense que c'est 2 Grands Prix d'affilée qu'ils ont fait comme... Ils étaient premiers à la fin du premier tour juste grâce à leur départ. Mm-hmm. Donc ça prouve que la voiture est bonne sur un départ. Maintenant, il faudrait qu'elle continue à être bonne pour tout le reste. Mm-hmm. Mais sinon, c'est un peu cool de revoir de la F1, je dirais, comme où tout le monde peut gagner, tu vois, parce que quand Alpine arrive à faire des podiums, tu dis que tout le monde peut gagner. Mais d'un autre côté, ça me fait un peu pitié pour McLaren aussi, d'un autre côté, là, comme de pas réussir à prendre un départ de Grand Prix. Enfin, tu sais, Piastri, là, comme... Pauvre enfant. Ah, non, les deux. Lui, c'est celui qui, pour moi, perd le plus. Pas de sympathie. Non, mais comme pour moi, c'est l'un des pilotes qui perd le plus, en fait. Parce qu'il peut pas... Comme leur voiture est pas juste capable de même ne serait-ce que prendre un départ. Donc, ça va être difficile. Même si Norris a dit en conférence de presse qu'il avait confiance pour, en tout cas, cette fin de semaine qui y arrive et que petit à petit, c'est mieux que Lance Stroll a dit encore. L'Aston Martin n'est pas encore prêt de démarrer. Hein, fait que... Non, mais l'Aston, elle sera prête à la fin de la saison. Bah oui. Un an de retard. Hein. Oh c'est correct. OK. Mais ouais, non. En tout cas, il y a eu aussi une première réunion entre les écuries qui a eu lieu. Puis, ils sont quand même assez contents. Il y a quand même un petit problème au niveau des qualifs. Là, comme... Oui, la FIA n'en a pas parlé, puis ont fait justement la mise à jour pour ce soir, demain. Pardon. Ils ont annoncé des ajustements sur la consommation et la recharge d'électricité en course pour la qualification de samedi. Mais par exemple, Max Verstappen a dit que pour lui, ça allait comme rien changer. Il y aura encore un trop gros écart. Mais bon, essaye de s'ajuster. Lui, il est pas content. Oh non, lui... Il a kické out un journaliste d'une conférence parce qu'il n'avait pas aimé une question, mais comme il y a longtemps passé. Ah, c'est drôle. Ça. Non, mais c'est tellement pas étonnant. Là. Lui, il veut juste gagner. Puis là, il gagne pas, clairement. Ben, mais il peut pas. Non, mais c'est parce que maintenant, tu finis, même si tu finis premier en qualif, tu demandes la course, c'est 8e. Genre, tu veux faire quoi? Oui, c'est comme jouer à Mario Kart avec le pire engin de l'histoire du jeu. C'est ce qu'il a dit. Comment tu fais le départ ou la voiture chez. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais Max Verstappen, ça pogne des bananes, lui, jusqu'à la fin. Tu sais. Ouais, c'est pas évident. Oui, à côté, il a gagné une hier, course. J'ai entendu l'expression plure de bananiser. Plure de banaliser. Oui, plure de bananiser. De bananiser. OK, ça veut dire quoi? C'est juste faire une chute, tu te fais plure de bananiser. Donc tu subis ça, il faut l'utiliser dans un match de hockey l'année prochaine. Non, mais ça peut être utilisé métaphoriquement aussi, mais dans ce contexte-là, ça pourrait être au lieu utilisé. de crever un pneu, tu sais. C'est littéral, plure de bananiser. OK. Ouais, je vais y penser. Anyways.
Mais c'est ça, donc je sais plus ce que je disais. Mais Merci à on la verra prière de banane. aux qualifications comment ça va Ouais. se passer. OK. Mais j'ai hâte de voir votre top 3. Ben, gare, on peut passer aux prédictions. Je pense que c'est assez simple. J'ai même pas besoin d'élaborer, puis ça me tente pas d'élaborer parce que c'est sûr que c'est Ouais. ça qui va se passer. Ok. Antonelli, Russell Leclerc dans cet ordre-là. Ok. Je vois pas un monde où une Ferrari se monte dans le top 2, puis je vois pas un monde où une Mercedes ne fait pas un top 2. Puis je me suis dit qu'Antonelli va super bien, fait que pourquoi pas, tu sais, ça. C'est interchangeable. Là. On Il va a pas l'air se de mentir, bien là. comprendre la voiture et ça, c'est vraiment Il est cool. super bon. Comme il l'a ouvertement dit comme il aimait cette nouvelle voiture. Mais en fait, tous les pilotes aiment cette nouvelle voiture. Il y a presque, à part ceux qui ne veulent pas piloter, on s'entend, mais eux, on les compte pas. Il vient de voir mon top 3. Moi, mon top 3 est. Non, j'ai pas vu. Ah, ok. J'ai hâte d'entendre le sien d'ailleurs, monsieur Mais Audi. tout le monde aime cette voiture, donc. Ok. C'est une nouvelle voiture. Ouais. Ça, c'est cool. Mais ouais, non, je vois pas un monde où Mercedes ne gagne pas encore. Moi, j'ai pas mis Mercedes premier. Ah, ben si c'est pas Ferrari, j'ai peur d'entendre ce que c'est. C'est comme Ferrari, ça. mais- Ok. Je suis content, enfin, maintenant qu'on s'entende sur Audi. Est-ce que t'as mis Audi? Phil, T'es encore parti sur Audi. Non. Faut que tu l'abandonnes, Audi, ok? Non, c'est pas vrai, Comme c'est il pas vient vrai. de changer même de team manager, genre, pendant la semaine. Ok, c'est bon. On C'est a du kické mouvement, ça. quelqu'un, C'est bon, là. ça. En C'est bon, une ça. course. ouais, c'est correct, c'est Non, bon. c'est bon, ça. Moi, j'aime ça, on niaise pas. C'est ça. Ouais. Ok. On niaise Ouais, pas j'aime avec que la tu POC. t'appropries Audi Mhm. aussi. C'est Ouais. c'est quoi ton top 3, Phil? Hey, savez-vous, ok, je vais raconter une histoire. C'est Ok. rare qu'on fait un story time dans bah. les gradins, mais la semaine dernière, sur dernière, ça se dit Deux- ça, je deux sais semaines pas. passées. Avant dernier. Ouais, c'est ça. En tout cas, Avant la dernière. ouais, Ok, deux ouais, c'est ça. Justement, c'est ça le mot. Mais anyway, je suis allé au 63 ici, dans son centre étudiant, et je venais de faire mon spiel sur Audi, Ok. comme quoi j'étais comme fan fini de Audi cette année, et puis que j'appuyais Audi jusqu'à la fin. Et puis le gars qui me sert au 63 me regarde et me dit: toi, t'es un gars qui aime Audi. Puis je suis comme, dude, comme, quoi? Étais-tu à l'enregistrement de Dans les Gradins? Parce que ça venait de se passer. Clairement, l'épisode n'avait pas été diffusé. Il nous avait pas écouté sur Spotify ou quoi que ce soit. Ouais. Il me dit, toi, t'es un gars qui aime Audi. Puis je suis comme, OK, attends, t'es venu regarder l'enregistrement de Dans les Gradins. Et comme, c'est quoi Dans les Gradins? Puis je suis comme, je suis comme, attends, mais d'où est-ce que tu sors avec cette information? Et puis il dit, oui, juste la façon dont t'es habillé, comme t'as une classe subtile, on dirait que t'as l'air de Audi. Puis je suis comme, what? Wow. J'ai commencé ma T'as compris une voiture, j'ai commencé mon amour pour Audi comme littéralement comme 2 secondes passées, puis toi, t'es en train de me dire que... OK. En tout cas, bref. So, ça veut dire que c'était inné. t'es habillé à l'élégance je- allemande. je- Je suis pas sûre que ce soit. je, Le meilleur des je sais compliments, pas si mais- c'était un compliment, je sais pas ce que c'était, mais cette interaction-là était vraiment bizarre. Ok. Et puis, on dirait que le charisme Audi se dégageait de ma personne, je sais pas trop comment. Ok. L'aura Audi était emparée de Ok. moi. Maintenant, je suis de retour sur Terre et je ne suis plus sur l'aura Audi. Donc, Quel dommage. Et ben, donc, à part pour mon pilote impressionnant. Mais, Ok. mais pour mon top 3, j'y vais avec Antonelli, 3e, devancé de Lewis Hamilton, qui pour la première fois va déloger une Mercedes du top 3 cette saison, et puis Russell au sommet. OK, on laisse Charles C'est- Leclerc en dehors du c'est- top 3. Oui, Correct. Charles Leclerc va rater Ok. le top 3. J'aime le tu sais, changement d'écurie. C'est ça. Ça, là. OK. C'est ça. C'est Vas-y. maintenant. C'est maintenant. On est prêt pour Ouais. la première percée de Ferrari dans le top 2. J'ai bien d'entendre tes 25 secondes d'écart qui ne seront plus de l'écart au Japon. Qu'est-ce que... La piste du Japon est différente de toutes les autres pistes. Elle est plus rapide ça. et les Ferrari C'est sont ça. meilleurs sur cette piste-là. C'est pour ça que pour moi, c'est Lewis Hamilton qui gagne devant Russell et Antonelli. Ouh! OK, il y aura... C'est OK. même plus ambitieux que moi. Ouais. C'est bon, ça. Mais ça vient du cœur, on est d'accord, hein? Non, ça vient de ce qui a été ouvertement dit dans les conférences, puis comment pour ouvrir les pilotes d'essence. Pourquoi pas? Tu sais, il a fait un top 3 la 2 semaines passées, il se sent bien. Oui, il se sent Il vient tellement de bien. courir 100 km au Japon, incroyable. Puis il a fait du... Ping-pong? Non, avec un sable, mais comme version Japon, là. Ah, ok. Pas de l'escrime, genre? Ouais, de l'escrime mais version Japon, je sais plus comment ça s'appelle. OK. Avec j'ai un aucune maître Comme avec dans la un- matière. idée. et Shaolin. Comme Non, avec c'est un ça. katana, là. Ouais, un katana, exactement ça. Ok. Voilà.
C'est un homme nouveau Nice. Kim qui Kardashian, va c'est gagner connu. enfin. Voilà. Hey, moi, Il a fait son. j'étais pas du tout au courant des potins de Formule 1. Là. Ah, mais il y a C'est bon, plein ça. de. Tu veux des C'est potins bon, de ça. Formule 1, Phil, demandez-moi. là. Il y en a tellement. Noté. Voilà. Noté. Alex Albon, c'était son anniversaire aussi cette semaine. Il vient d'avoir 30 Cool! ans. Ben, c'est dommage, il finira jamais dans le top 10. Quelqu'un qui va finir dans le top 10 toutefois, voire même top 4. Oliver Bearman, c'est mon pilote impressionnant cette Ok. semaine. Il a été impressionnant depuis le début de l'année, on va pas se mentir. Faites des bons départs. Je pense une 7e puis une 5e dans ces deux, ou 8e puis une 5e dans ses deux premières courses. Puis, soit dit en passant, là, Haas est à 1 point de McLaren pour la 3e position du championnat. Je peux même pas le dire, des constructeurs. Puis je trouve ça absolument fou. Et ça, c'est notamment grâce au travail d'Oliver Bearman qui pourrait se mériter moi je le vois se mériter une 4e position cette semaine. Causer la surprise. Parce que c'est peut-être la seule voiture qui est pas très loin de cet écart-là dominant de Ferrari/Mercedes. Et côté décevant, je vais suivre sur une tendance, les McLaren. Si tu peux pas décoller du grid, c'est difficile d'être impressionnant. Et donc, seront mes deux, je vais mettre les deux dans le même bateau. Ce seront mes deux pilotes décevants pour cette semaine. Phil? Hülkenberg. Bon, impressionnant. ok, super. Ça va devenir, je pense, mon pick quand je sais pas quoi d'autre dire. Hülkenberg. Avant, c'était Valtteri Bottas. C'est ça. Avant, Ben, t'aurais pu c'était mettre Valtteri Bottas. Maintenant, c'est Nico Hülkenberg. Regarde, fini 11e la semaine passée. Mhm. Ouais. Je demande pas grand-chose. Je veux juste des points cette semaine de la part de Nico Demande pas Hülkenberg. grand-chose. Faut juste monter d'un cran. Et puis, la 10e position, la 9e position pour Nico Hülkenberg, je pense que c'est envisageable. Ok. Donc, On let's dirait go, pas la Adi. même chose Let's go, pour Adi. Bortoletto. Ouais. OK. Puis décevant? Décevant, c'est Antonelli. Parce que je pense que comme pas finir dans le top 2 présentement pour Bah oui, Mercedes. c'est sûr. là, non, mais t'abuses, genre, mais là, Non, c'est vrai. Bah oui. non. Cette équipe-là domine à un point tel que Non, non, arrêtez. je pense que ne pas finir un premier ou deuxième, t'as raté ta course. Non, mais attendez, Wow. c'est Oui. fou de dire que 2 courses, c'est une domination incroyable, alors que McLaren a Ben si, dominé. parce que... Non, mais Ah non, c'est mais regarde 25 les- secondes regarde les d'écart temps maintenant après d'écart, les courses. c'est Oui. ridicule. Ok, Comment je tu suis rattrapes ça? D'accord, je veux mais dire? on est à la 2e course de la saison, enfin la 3e. Quand Red même, Bull, quand pendant 2 années complètes, a fait la même chose. Puis il n'y a personne, tu sais, comme avant, tout le monde enlevait la première position parce que vous savez que ça allait être Max Verstappen. Puis regardez la suite. 2 courses, oui, ils ont un moteur qui est supérieur aux autres, mais comme, arrêtez là. Comme... Non, mais étant donné la domination. Oui, mais top 2, la fille. Non. Moi, je comprends ce que Étant Phil donné veut la dire. domination absolue lors des 2 premières courses, c'est l'écart entre la 2e et la 3e position. Oui. Moi, je pense que c'est une déception si Antonelli finit 3e. OK. J'aime ça. Non, mais les j'aime voitures, ça, Phil. les autres voitures sont juste pas dans le mix. C'est vrai. Ils sont juste pas là. C'est vrai. Comme Mais puis en pourtant, plus- t'as quand même mis une Ferrari 2e. Oui, c'est ça. Mais la raison pourquoi une Ferrari peut être 2e cette semaine, c'est à cause du circuit. Je pense que historiquement, Ferrari a quand même eu du succès à ce circuit-là. Et je pense que le premier secteur, qui est un peu plus zigzag, peut bénéficier Ferrari. Je pense que s'ils peuvent vraiment réussir des bons temps dans ce secteur de piste-là, ils peuvent peut-être se maintenir dans les autres secteurs qui sont plus ligne droite où Mercedes va gagner du temps. Ouais, il y a des bonnes Il y en a, lignes droites au c'est Japon. vrai, c'est vrai. Il y a Puis il y c'est a sûr 2 que bonnes lignes droites au Japon. c'est sûr que Mercedes aussi va bénéficier du SLM, là, qui est le nouveau DRS. Ouais, mais version. Le petit Mario Kart. C'est ça, là. Le petit arcade. Mais qui apparemment enlève l'air mauvais entre les voitures, ce qui fait qu'ils peuvent maintenir beaucoup plus les écarts entre eux. Comme Ah, c'est avant, cool, ça. quand t'avais vraiment l'air mauvais entre les deux, là, comme c'était super Ouais. difficile de pouvoir rester dans cette air sale pendant un certain nombre de temps. Et apparemment, ce serait le début d'une solution qui... Ils savent pas trop comment, Ok. ils savent pas vraiment l'expliquer, mais l'air sale est beaucoup moindre avec les nouvelles voitures, donc ils Ok. arrivent vraiment à maintenir, comme à pouvoir être cul à cul pendant assez longtemps pour continuer à pouvoir après pousser. OK. OK. Yeah, so... C'est à moi d'y aller, là? Ouais. Mon impressionnant, Lewis Hamilton. C'est logique, Ouais. si je l'ai mis premier, j'allais mettre Mhm. impressionnant. Puis décevant, McLaren. Bah ouais, Pas- OK, super. Pas si étonnant. On est ça. d'accord là-dessus. Non, pas si étonnant. Grand Prix, évidemment, qui va se... Les heures, je me sais plus si... C'est 2h du matin Ouais, ici. c'est ça. OK, bon. Mais ça, c'est juste pour la course. Puis je pense que c'est comme 1 heure ou... Enfin, mais bien, vous pouvez les regarder, c'est comme samedi soir. Là, comme si vous vous couchez tard, vous allez voir des choses. Si. Moi, 2 heures, c'est c'est- ça que je vais sûrement Ouais, faire ou 2 regarder heures, un c'est- replay. Mais
by the way, il y a eu confirmation qu'il n'y a pas les 2 autres Grands Prix après. So, Miami c'est est le vrai. prochain Grand Prix, donc pendant un mois, il n'y a pas de Formule 1. Mhm. Et chacun peut faire ce qu'il veut. Il y pendant aura un mois. beaucoup de temps pour faire des réparations. Oh, Lance Stroll. Sporadique, Phil, c'est le temps de notre segment d'actualité assez qui n'a pas rapport d'ailleurs aux 5 sports que l'on parle de le plus souvent. Mon sporadique, c'est pas compliqué. On a exclu les femmes transgenres des épreuves féminines pour les Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Et ça a été annoncé aujourd'hui et donc on peut s'attendre à beaucoup de mises à jour par rapport à cette nouvelle-là, que je pense pas qu'il sera accueilli à bras ouverts là, par la population, on est d'accord là-dessus. Selon le CIO, qui est le Comité international olympique, la participation aux catégories féminines sera réservée aux personnes de sexe biologiquement féminin, déterminées par un test génétique obligatoire effectué une fois dans la carrière des athlètes. Et ça a été demandé exclusivement par le grand maître des États-Unis, Donald Trump. Mais est-ce que les hommes ont la même chose ou les non, hommes c'est transgenres ont le juste- droit? Ça serait... Il n'y a rien qui a été dit par rapport à une femme qui a transitionné vers Oui, un homme, transitionné donc vers un du homme. coup, qui serait un homme. Ça, pour l'instant, Biologiquement. ils ont le droit de compétitionner. Absolument. Il n'y a rien qui a été dit là-dessus. C'est très sexiste. Je ça, sais. finalement. Ah, c'est des grands... probablement l'un des plus grands points d'interrogation et exclamation, tu sais, genre les deux, un après l'autre. Oh, ouais. Puis, écoute, il n'y avait aucune femme trans d'ailleurs qui avait participé aux Jeux de Paris dans 2024, contrairement à 2021 où l'haltérophile Laurel Hubbard avait participé à Tokyo, n'avait pas remporté de médaille. Attends, si, il y en avait une en boxe. Mais ça, c'était pas aux Jeux olympiques. Si? C'était-tu? Pour moi, c'est la Je me souviens de championne. qui tu parles. Oui, Je oui, me souviens pour moi, de qui c'est tu la parles. championne olympique de boxe. Et c'est pour ça que ça avait fait beaucoup débat. Mais c'est vrai, ce que j'ai lu, c'est juste elle. Ok. Bah, peut-être Mais- que je me trompe totalement, mais dans ma tête, Non, je me souviens l'associais- exactement de qui tu parles. Personne Mhm. voulait l'affronter. Mhm. Fait que... Ouais, mais pour moi, c'était une. Ok. Mais bref, ça a été... certains diront exclu, certains diront banni. Mais il va Ok. falloir un test à partir d'aujourd'hui pour les prochains Jeux olympiques de Los Angeles. J'espère juste... La seule chose que j'ai rajouté là-dessus, c'est que j'espère juste qu'ils font la même chose de l'autre côté. Comme ça... C'est paritairement, je pense pas que ça va arriver. Bref, politique, hein? Ah. Phil, ton sporadique pour aujourd'hui? Oui, moi je vais parler de cette saison de baseball majeur qui Oh! commence et surtout du nouveau système ABS, donc Automated Ball Strike System, c'est pas facile l'anglais parfois. Mhm. Et c'est ça, c'est un système d'intelligence artificielle qui juge les balles selon leur position dans la zone de prise. C'est à peu près similaire à ce qu'on a au tennis depuis plusieurs années maintenant. Donc, le hockey, là, c'est cette même technologie-là. Et c'est encore hybride présentement dans le sens où c'est partiellement humain, partiellement machine. Ouais. Il va y avoir toujours ces arbitres-là qui sont derrière le marbre et puis qui vont faire les appels, le fameux umpire. Et il y aura droit à deux contestations par match. Et cette contestation-là peut venir du frappeur, du lanceur ou du receveur. Donc, à la discrétion de l'équipe. Mais ça doit se faire là, quand même immédiatement après. Il n'y a pas de délai là, de consultation ou quoi que ce soit qui sera alloué. Puis c'est ça vise à standardiser les décisions, réduire les erreurs humaines. Le taux d'efficacité des umpires présentement au baseball, c'est autour de 93%, ce qui est quand même correct, là, mais ce petit 7%-là, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais des fois, c'est un appel crucial au cours d'un match et puis ça change toute la donne. Ça a été un gros sujet de conversation l'an dernier, d'ailleurs. Ça fait longtemps. Oui, puis ça fait longtemps qu'on en parle aussi d'intégrer ça au baseball. La technologie est disponible quand même depuis un certain temps parce que je l'ai dit au tennis, ça se fait depuis des années. Et on avait commencé avec ce système de challenge-là où les joueurs avaient le droit à un tel nombre de challenges. Je pense que c'était 3 au tennis par match. Et c'est ça, ils devaient contester la décision des juges de ligne. Maintenant, c'est plus comme ça, on fait juste l'appel automatiquement, ça se fait direct. Peut-être que c'est ça qu'on va faire au baseball aussi éventuellement, mais présentement, on transitionne vers une autonomie complète de la machine, mais on commence là ça un peu mollo, là, on veut pas y aller trop vite nécessairement. C'est un sport qui est très, très, très traditionnel, le baseball. C'est pour ça aussi, je pense que ça a pris beaucoup de temps à l'intégrer. Il y a déjà d'autres ligues où ce système-là est utilisé en Corée du Sud, par exemple.
Et ça fait passer le taux d'erreur d'environ 10% à 1% seulement. Donc, wow! moi, je trouve que c'est très positif. Je pense Ok. que c'est un développement excellent pour le sport. Si ça va rendre le jeu plus fair, plus équitable, permettre des duels vraiment plus serrés et qui respectent toutes les normes, puis aussi éliminer toute forme de biais humain pour un arbitre, que ce soit conscient ou non. C'est sûr que ces choses-là peuvent entrer en jeu. Puis oui, bon, ça va peut-être là, ça va peut-être enlever un peu cet aspect-là du baseball traditionnel où on était habitué à ces prises de bec entre les entraîneurs, les joueurs, les arbitres. Donc ça, c'est peut-être un élément de spectacle un peu qu'on va perdre, mais je pense pas que c'est une mauvaise chose. C'est pas une grosse chose. C'est du drame qui va être évité. Ben oui. Également. Ils vont créer Donc, du drame autre part. Sûrement. C'est On va ça. trouver une manière. C'est ça. Il y aura toujours des façons. Puis même au tennis, avec ce système de hockey-là qui existe depuis longtemps, on dit souvent, même les joueurs, des fois, questionnent le système même, disant que non, cet appel-là n'était pas juste. Mhm. Fait qu'il va avoir peut-être Mais ça aussi. au tennis, on est d'accord qu'il y a encore des tournois qui ne l'utilisent pas ou beaucoup moins. Les tournois vraiment de très Bon petite niveau. échelle. Okay. Il y en a quelques-uns, là, puis sur Terre, c'est admissible de ne pas en avoir parce que tu vois les La marques. trace, ouais. Mais non, c'est vastement Standardisé. utilisé au tennis. Je pense, je peux pas te dire avec certitude si c'est sur l'entièreté du tour ATP. Là, comme je pourrais imaginer qu'il y a peut-être des 250 à quelques endroits qui en ont pas, mais je pense que c'est vraiment la vaste majorité. Hey, c'est top de passer à nos 3 étoiles de la semaine, Phil. Puis, je vais être. Il n'y a pas grand-chose qui a comme attiré mon attention cette semaine, de genre un exploit en tant que tel, bizarrement. Mais ma 3e étoile, c'est Cole Caulfield, ou Cole Caulfield, de son prénom et son nom de famille complet. Il a une bonne chance aux Rockets cette année avec ses 43 buts. Et ce serait bien de le voir, il est dans la conversation, mais ce serait bien de le voir dépasser Nathan McKinnon dans les prochains matchs. 2e, les Timberwolves du Minnesota qui ont fait la plus grande remontée de l'histoire de la NBA en prolongation. Remontée de 13 points hier contre les Rockets. Ils ont été sur une lancée de 15-0 13 pour points remporter. dans la prolongation? Aïe aïe. Ils ont remonté d'un déficit de 13 en prolongation. Ont été sur une run de 15 points consécutifs. Si je ne me trompe pas, c'est 5 minutes. La prolongation, c'est insane. Et pour remporter le match, finalement. Et ma première étoile de la semaine, Phil, c'est nul autre que le produit du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, Josh Nadeau, qui s'est mérité un contrat d'1 an avec le Rocket de Laval. Josh, qui est le frère de Bradley Nadeau, qui évolue avec les Hurricanes de la Caroline, tous deux de Saint-François du Madawaska. Je voulais juste faire un shout-out à un boy de ma région. Puis c'est super bien d'avoir un autre qui pourrait se rendre au niveau professionnel avec son frère qui, bon, lui devrait être établi ici 2 ans. Là. C'est un super de bon joueur de hockey, Bradley, qui pourrait être le MVP d'ailleurs de la Ligue américaine cette saison. Shout out. Bon, moi, je vais avec, pour commencer, Joel Hofer pour ses 10 derniers matchs, ses performances récentes avec les Blues de Saint-Louis, juste sur une équipe médiocre et pourtant est un mur devant le filet. Puis, garde, là, Jordan Bennington, c'était le temps que quelqu'un le détrône là, parce que cet homme-là ne méritait plus la cage de cette équipe. Et je vais aussi y aller d'un joueur de tennis pour ma 2e étoile de la semaine qui... il a perdu. Oui, il a perdu. Je ne connaissais pas ce nom moindrement avant sa récente performance au tournoi de Miami. Et puis, il a fait un quart de finale à Miami. A perdu face à Yeezy Lehecka en quart de finale. Mais écoute, c'est 2 manches serrées. Puis je pense un quart de finale ATP 1000, quand même, c'est une étape dans le parcours d'un joueur. Et de l'avoir déjà franchi à 20 ans, c'est très bien. Puis le parcours qu'il a fait, là, battre Darderi, quand même, la 17e date de série à Tchanov, et Korda, qui était sur les talons d'une victoire contre Alcaraz. C'est une très belle performance du jeune Espagnol. Donc, surveillez ce nom-là, parce que là, jusqu'à présent, il était vraiment dans les tournois Challenger. Il va apparaître là, de plus en plus, je dirais, dans les tableaux de Martin Landaluce. Martin Landaluce, c'est ça son nom, oui. Non, mais j'aime que tu dis... Faites attention à ce nom sans même dire. Oui. C'est Martin Landaluce.
la première étoile de ma semaine, c'est les Patriotes de l'UQTR qui ont remporté ce tournoi, cette coupe U-Sport qui se déroulait à Halifax. La finale était drôlement difficile quand même. Ça a été durement contesté là, face à ces Huskies, justement, qui était l'équipe hôtesse, qu'on n'attendait peut-être pas jusque-là, vraiment. C'est une équipe quand même de talent, je dirais. On les a vus jouer beaucoup cette saison, mais qui était face là, à des puissances canadiennes et qui a failli causer la surprise. Mais... Ça aurait été une deuxième année de suite pour une équipe hôtesse avec ces Patriotes de l'UQTR avec leur chandail orange que je n'aime pas du tout. Qui ont d'ailleurs vaincu les 3 équipes du circuit de la SUA pour tout remporter c'est sur vrai, le national. Gare. C'est une excellente équipe. On va voir si les Aigles pourront faire mieux l'année prochaine, bien sûr. Nous, c'est ce qui termine le 96e épisode de Dans les Gradins. Ou l'épisode? Thomas Scholstrom, c'est ça? Oui, absolument. J'ai failli. Tout qu'un nom, d'ailleurs. Charlotte Thomas Scholstrom. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter tous ces épisodes sur Spotify, Apple Podcasts, ainsi que la chaîne 9 et 10 du côté de Rogers TV. Merci à Manon et Philippe, d'ailleurs, d'avoir été là aujourd'hui. Sur ce, on se dit bon match. Production de podcast.